Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est questions-réponses. Alors j'ai choisi de traiter 4 questions lecteurs, donc 4 questions que j'ai reçues et auxquelles je vais apporter des réponses. Je vous invite vraiment à réagir à ces sujets-là parce que vous avez vous aussi des choses à dire, je vous le dis toujours, mais j'ai pas prétention à répondre à tout et de la façon la plus exhaustive possible, donc vous avez souvent des apports qui sont intéressants, donc ne vous privez pas dans les commentaires de le faire, et puis si vous avez des questions, c'est aussi un bon endroit pour les poser, comme ça je ramasse les copies, et puis chaque semaine je fais une séance de questions-réponses. Cette semaine, j'ai donc sélectionné 4 questions. Alors il y a une première question de Christine qui me dit, qui me fait un mail un petit peu long pour décrire cette problématique, qui me dit comment faire un filet statique, c'est-à-dire avoir un fond net et le sujet flou. Alors, je vous cache pas que la question m'a un peu interpellé parce que quand j'ai vu filet statique, tiens, pour moi un filet c'est pas statique puisque par définition c'est filé, donc un filet c'est un mouvement, donc un mouvement statique, vous voyez, bon. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai sélectionné la question, j'en sais rien. Christine, elle me dit aussi, j'ai bien aimé l'émission et puis le tuto sur le filet traditionnel, donc ça je vous mettrai les liens. Et donc là je voudrais faire l'inverse. Alors, réponse relativement simple, un filet statique, alors, je ne vais pas employer ce terme-là parce que j'aime pas bien l'expression, mais avoir un fond net avec un sujet flou, eh bien, c'est l'inverse du filet classique. Donc le filet classique, vous faites bouger le boîtier pour suivre le sujet qui est en mouvement, et puis c'est l'arrière-plan qui va être flou, et le sujet en lui-même va être net. Là, c'est l'inverse. Donc, pour que le fond soit net, il n'y a pas 50 solutions, il ne faut pas que le boîtier bouge. Donc vous faites une photo de façon très traditionnelle. Vous tenez le boîtier à la main, sur le trépied, peu importe, mais le fond doit être net, donc la photo, vous ne devez pas bouger. Et par contre, pour que le sujet soit flou, alors on suppose là, dans ce cas-là, que la question de Christine, c'était un sujet qui bouge, hein, sinon, alors je ne comprends plus. Donc pour que le sujet soit flou, eh bien, si c'est un sujet en mouvement, il va falloir un temps de pause suffisamment long pour enregistrer ce mouvement. Donc vous faites une photo de façon très traditionnelle, par contre, vous prenez un temps de pause qui permet au sujet de se déplacer légèrement pendant l'exposition. Donc éviter un 500e ou un millième, ça ne va pas fonctionner. Par contre, j'ai pas de réponse parce que comme je sais pas quel est le sujet auquel elle pense, est-ce que c'est un enfant qui court, est-ce que c'est une Formule 1 qui passe à fond, j'en sais rien. Donc faites des tests, mais généralement avec des temps de pause. Si vous avez un temps de pause de l'ordre d'un 25e, un 30e, pourquoi pas un 10e de seconde, et bien là on arrive à avoir un sujet qui peut être légèrement flou sur la photo, mais tout en ayant un arrière-plan bien net. Donc c'est plutôt, si je peux reformuler ma réponse comme ça, c'est plutôt en fait, vous ne bougez pas le boîtier, mais vous choisissez un temps de pause un petit peu long, c'est pas très long non plus, un 25e de seconde, mais si c'est un gosse qui court vite, ça va marcher. Ensuite, une deuxième question de Christian. Alors là, c'est une problématique un peu particulière, j'en ai assez peu traité en fait depuis le début, c'est ce qui concerne la numérisation de films avec un scanner. Et alors la question de Christian a été assez précise, il nous dit voilà, j'ai voulu scanner, donc numériser des films et des diapos avec mon scanner et les importer dans Lightroom pour pouvoir après les classer, les traiter et voilà, faire ce que je veux avec. Et la question est de dire quel est le format à utiliser, parce que quand je fais depuis le scanner, donc je peux choisir différents formats, et le seul que j'arrive à gérer c'est le BMP, pourquoi, comment, quoi qu'est-ce. Alors là aussi ça m'a un peu interpellé, donc peut-être pour ça aussi que j'ai pris la question. BMP c'est pas un format de post-traitement, de traitement d'image. BMP c'est un format bitmap, donc oubliez totalement ce format-là pour le post-traitement, c'est ma recommandation. Alors si quelqu'un a une justification bien précise pour dire l'inverse, je suis preneur, mais pour moi c'est pas un format dont on parle en photographie, donc on oublie ça. Le format le plus intéressant quand vous numérisez, c'est le TIFF, parce que sur le TIFF, vous pouvez avoir du TIFF compressé, pas compressé, on peut jouer avec les calques, on peut faire plein de choses, donc c'est presque un format RAW, le TIFF. Donc pour moi, c'est vraiment le format idéal pour numériser, que ce soit des plans films, des films, des diapos, ce que vous voulez. Le JPEG, alors ce que dit Christian, il dit j'ai fini par faire du JPEG parce que c'est le seul format que Lightroom accepte bien. Alors déjà, Lightroom accepte parfaitement le TIFF, donc je ne sais pas quel est le problème particulier qu'il a eu ou pas, mais bon, je suis curieux d'en savoir plus. Le JPEG non, parce que le JPEG c'est un format compressé, donc chaque fois que vous allez
réécrire sur le fichier, vous allez perdre en qualité. Donc franchement, c'est pas le fichier, c'est pas le format de fichier à privilégier pour de la numérisation. Faites du TIFF, c'est vraiment mon conseil. Troisième question de Bernard qui concerne le matériel et les objectifs. Alors cette question-là aussi, elle m'a interpellé, c'est la semaine, décidément. J'ai choisi cette question parce que Bernard me dit, j'ai un boîtier Nikon. Donc si j'achète une optique Nikon, je comprends bien que c'est parfaitement compatible, que le boîtier transmet les infos à l'objectif, les métadonnées exif, patin couffin. Qu'est-ce qui se passe si j'achète un objectif d'une marque compatible? Est-ce que c'est, alors je pense qu'il pensait à Sigma, Tamron et les autres, est-ce que jusqu'où c'est compatible en fait? Est-ce que je vais récupérer les exifs, les machins, les trucs? Alors oui, enfin stop avec le fait que les marques compatibles ne seraient pas totalement compatibles. Quand un fabricant, un opticien indépendant vous dit que c'est compatible, ça veut dire compatible à 100%. C'est-à-dire que vous mettez l'optique sur le boîtier, vous avez bien sûr la mesure de lumière, l'autofocus, la remontée des exifs et j'en passe et des meilleurs. Les seuls couplages qui peuvent ne pas être totalement compatibles, c'est le cas où vous mettez un objectif manuel sur un boîtier qui a l'autofocus. Donc si vous mettez par exemple une optique Samyang manuelle, il y a des Samyang autofocus aussi maintenant, mais si vous mettez un Samyang manuel sur votre boîtier, ben forcément vous n'allez pas récupérer l'autofocus, il n'y en a pas sur l'objectif. Il ne sait pas le gérer. Mais sinon vous récupérez absolument tout. Alors, il y a des cas très particuliers où vous mettez un couplage un peu à la marge, je sais pas moi, par exemple, si vous avez des vieux boîtiers Nikon et qui sont pas capables de gérer des objectifs plus récents ou des choses comme ça, il y a une compatibilité qui pourrait ne pas être assurée. Mais dans tous les cas, si vous mettez un objectif moderne, on va dire récent, voilà, qui a quelques années ou du moment, Sigma, Tamron et les autres sur votre boîtier, vous récupérez absolument tout, c'est absolument 100% compatible. Donc ça, je voulais rassurer Bernard, si toutefois il m'écoute, et il n'y a aucun souci à faire ça, voire même je vous incite à regarder, alors les gens de Nikon ils vont pas être contents, mais je vous incite à regarder les marques alternatives, parce qu'il y a aussi des fois des offres très pertinentes, et en termes de qualité, en termes de plage focale par exemple, sur les objectifs, d'ouverture, et puis en termes de tarifs aussi, accessoirement. Donc ça c'était pour Bernard. Une dernière question d'Alain, qui concerne le HDR. Alors Alain, il réagit aux épisodes précédents que j'ai fait et puis à l'article sur le site sur le HDR. Et j'ai pris cette question-là parce qu'en fait, je l'ai reçue plusieurs fois. Donc j'ai dû rater un truc dans l'explication. Alors je vais compléter aujourd'hui. La question, c'est, j'ai bien compris que pour faire du HDR, il faut faire plusieurs expositions. Bracketing, manuel, automatique, peu importe. Mais par exemple, -1, 0, +1, ou -2, 0, +2. Mais faut-il que les trois photos soient parfaitement identiques? Est-ce qu'il faut que le boîtier ne bouge pas? Quelqu'un d'autre m'a dit qu'il faut que le boîtier soit sur pied, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il y a une interrogation à ce niveau-là sur le HDR. Donc, une fois de plus, j'ai pas dû le dire très bien. Alors, oui, quand vous faites 3 ou 5, enfin, voilà, un nombre impair de photos pour faire du HDR, il faut bien évidemment que la photo soit strictement identique d'une exposition à l'autre. Vous comprenez pourquoi? C'est que si vous faites une photo comme ça, et puis là vous faites, mettons, -1, et puis que maintenant vous faites la photo comme ça, à 0, et puis l'autre photo comme ça, à +1, le logiciel il fait comment derrière? La main elle n'est pas au même endroit, donc il ne va pas pouvoir fabriquer une photo résultante HDR qui est la bonne, puisque l'image est différente. En fait, c'est trois photos différentes. Donc pour faire la fusion HDR, quel que soit le logiciel, il faut bien sûr que la photo soit strictement la même en termes de cadrage. Il n'y a que l'exposition qui change. Alors, est-ce qu'il faut être sur pied ou pas? Ça, c'est à vous de savoir, ça va dépendre de l'exposition. Si c'est en photo un peu, je sais pas moi, de nuit ou faible lumière, bah oui, c'est peut-être plus simple, parce que comme ça, au moins le boîtier ne bouge pas, et puis si le temps de pause est un peu long, eh bien vous êtes tranquille. Maintenant, si c'est en pleine journée, plein soleil à la plage, vous pouvez très bien tenir le boîtier, voilà, vous faites clac, 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 et puis si vous n'avez pas bougé, c'est bon. Il y a aussi les boîtiers qui ont un mode bracketing automatique. J'en ai un où je peux lui dire, quand j'appuie, tu fais 3 photos dans la foulée, et je détermine l'écart d'exposition. Je lui dis par exemple, tu fais 3 photos avec un EV d'écart à chaque fois. Donc j'appuie une seule fois, et là, il enregistre 3 photos d'un coup. C'est lui qui le fait. Donc du coup, moi je suis sûr de faire toujours la même.
Donc ça dépend des boîtiers que vous avez vérifiés dans le manuel. On ne regarde pas suffisamment le manuel, mais il y a plein d'infos dedans, hein, je vous promets. Allez le lire. Donc voilà pour ça. Alors, petit complément d'information quand même. Si la photo n'est pas pile poil la même d'une exposition à l'autre, parce que même si vous tenez votre boîtier, ce qui peut se produire, c'est que la photo, le sujet que vous photographiez, il y a un léger écart, parce que par exemple, ça m'est arrivé une fois, je photographiais pour faire du HDR, et puis il y avait un arbre avec des branches. Puis il y a un petit coup de vent, et en fait le feuillage a légèrement bougé d'une vue à l'autre, même sur quelques centièmes de seconde, ça peut être le cas, quoi. Ça peut bouger vite. Donc il y a un léger écart. Alors il faut savoir que les logiciels de fusion HDR, quels qu'ils soient, s'ils sont bien foutus, ils savent compenser ça. C'est-à-dire que le logiciel, il est capable de dire, ok, il y a un petit écart, donc je compose. Alors si vous prenez le mode de fusion de Lightroom, par exemple, HDR, ce qu'il fait, c'est que il vous met la zone. C'est-à-dire que quand il a fabriqué son HDR, il vous dit, voilà, dans cette zone-là, il y a eu un écart où j'ai compensé, et il y a un réglage possible pour dire je rattrape ou pas ce truc-là. Donc vous pouvez avoir un léger écart, mais assurez-vous quand même que sur la photo finale, ça ne se voit pas, parce que sinon ça ne fait pas très beau, quoi. Mais globalement, il faut bien évidemment avoir un boîtier qui ne bouge pas d'une photo à l'autre, sinon ça ne marche plus. Voilà, donc je fais un petit peu plus court aujourd'hui parce que je pense que les réponses ne méritaient pas nécessairement d'y passer plus de temps. Il y a des sujets dont j'ai déjà parlé, donc je vous renvoie toujours vers les épisodes précédents. Et puis surtout sur le site, section tutoriel, c'est en haut dans le menu, vous allez voir, il y a marqué tuto, et tout est classé par sujet, prise de vue, post-traitement, logiciel. Parce qu'il y a énormément d'infos. Et puis, il y a quand même certains auditeurs qui sont un petit peu feignants, je dois bien le dire, parce que au lieu d'aller chercher par eux-mêmes, ils m'envoient les questions alors que la réponse, elle est sur le site, et bien souvent en page d'accueil. Donc, petit coup de gueule gentil pour finir le sujet, mais allez quand même de temps en temps sur le site, parce que je ne peux pas non plus répondre à tout quand c'est sous vos yeux. Voilà, donc je vous incite dans tous les cas à continuer à interagir avec moi. Alors, première chose, vous vous abonnez à cette foutue chaîne YouTube, c'est là, vous cliquez sur le logo, comme ça vous êtes certain de ne rater aucun épisode. Sur Facebook, vous faites pareil, c'est la page Facebook. Je vous rappelle que sur Facebook, il y a aussi maintenant le groupe photo Facebook, donc c'est pas une page, c'est un groupe, qui est en accès privé, accès réservé aux lecteurs et auditeurs. Donc ça, vous faites une demande et puis je les valide derrière une par une. Et là, on partage des photos. Donc là, on ne parle pas matos, c'est vraiment photos, ça marche super bien. Et il y a vraiment une très bonne entente dans ce groupe. Donc je vous engage vraiment à aller le visiter et puis à vous inscrire. Pour le trouver, c'est facile, vous allez sur la page Facebook et puis là, il y a toujours la petite promo qui traîne et vous allez le retrouver. Le plus simple, sinon, c'est ma liste de contacts perso. Donc l'adresse, elle est là, elle est dans la description, en haut, en bas, sur les côtés, où vous voulez fouiller, parce que les descriptions, c'est pareil. Vous me dites, je la trouve pas, mais parce que beaucoup n'ont pas fait l'effort, deuxième petit coup de gueule sympa du jour, de cliquer sur les petites flèches pour voir ce qu'il y a dedans. Je vous mets tous les liens. Donc là, je peux pas faire mieux. Si c'est YouTube et Facebook qui bloquent, on peut pas tout afficher. Donc vous savez faire, vous cliquez sur le truc et puis ça marche. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce sujet, donc épisode du vendredi spécial questions-réponses. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'émission photo. Très bon week-end si vous m'écoutez le vendredi, et puis sinon, bonne semaine si vous m'écoutez un autre jour.